Un bon coach, c'est déjà quelqu'un qui va avoir de l'expérience du terrain. J'essaye de vraiment me renseigner, d'allier la partie scientifique à la partie pratique. Il y a une corrélation entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, l'expérience du terrain, elle sera pour moi toujours dominante par rapport à la science. Je sais pas ce que toi tu rencontres, mais quand quelqu'un prend en contact avec toi, la principale problématique que je vois, c'est que en fait j'ai l'impression que le mec il va faire une compétition dans 2 semaines, tu vois. Et hop, je l'implémente dans mon coaching et je me dis ça me rend meilleur. Donc ouais, c'est un investissement double bénéf quoi. Je suis suivi, j'ai des perfs, des retours techniques aussi, et en même temps j'apprends encore pour coacher d'une meilleure manière. Comment on devient fort? Putain, comment on devient fort? Moi je dirais que c'est avec. Bon, normalement là c'est lancé de toute façon. Je couperai peut-être le début. Ouais. Je vais faire pour la première fois, je vais faire une intro quand même pour présenter un peu pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur cet épisode, qui découvriraient avec cet épisode. Donc moi c'est Esco, coach streetlifting, coach et athlète en streetlifting. L'idée de ce podcast c'est de discuter avec des experts, des coachs, des athlètes, à leur poser les questions que je leur aurais posées en privé, voir un peu leur actualité, leur vision d'entraînement, tenir un peu de leur expérience, ce qu'on peut en tirer, etc. Donc c'est très chill, il y a une petite structure, j'ai des petites questions, mais l'idée c'est voilà, d'avoir une discussion libre et d'en apprendre grâce à eux. Donc là aujourd'hui je suis avec Sante-Maclo, Romain, merci d'être là et je te laisse te présenter et après on va parler un peu de ton parcours, etc. quoi. Ok, alors du coup, moi c'est Romain, j'ai 33 ans. Je suis préparateur physique plus dans le domaine de la préparation physique spécifique, notamment dans les sports de force comme le streetlifting, l'haltérophilie et le powerlifting, et aussi de la préparation physique opérationnelle de par on va dire mon activité principale, puisque je suis militaire d'actif dans un régiment parachutiste. Et puis, du coup, voilà, à travers mon activité principale, plus mon site internet et les services que je propose, j'aide des athlètes à améliorer leur performance en alliant mon expertise du terrain maintenant depuis plus de 15 ans et la biomécanique. Et Ok, voilà. donc j'allais te demander du coup depuis combien de temps? 15 ans que tu es dans ce domaine de la prépa physique ou 15 ans que tu as commencé le sport? Commencer le sport, non, j'ai commencé à m'intéresser au sport un petit peu avant l'armée, justement pour rentrer dans l'armée, et que je suis vraiment préparateur physique au sein de l'institution militaire depuis 2016. Ok. Et donc avant, c'était quoi un peu le parcours? Je vais juste fermer la porte le temps que tu réponds. Ouais, bien sûr. Tu veux que je continue? Ouais, ouais. Ok, donc, La caméra qui s'éteint. C'est bon. donc alors ouais, le parcours, donc mon parcours un petit peu sportif slash après entraîneur. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sport en 2011. Ouais. En 2013, j'ai commencé à l'époque c'était surtout street workout calisthénique. Et après, donc là, commencer à faire un petit peu de coaching dans le milieu civil. En parallèle, vu que j'avais réussi mes concours et tout ça, j'ai commencé à faire on va dire, de la préparation physique opérationnelle, mais là, j'étais pas encore spécialiste. Donc, du coup, c'était plus, on va dire, mon cercle proche que je coachais. Ouais. Ensuite, première compétition en 2018, je crois, 2018. Ouais, je sais plus. Enfin, quand le streetlifting a commencé à émerger, mais c'était vraiment à l'époque dans les parcs, et c'était pas vraiment le format comme on connaît maintenant. T'avais max répétition à une charge donnée. De mémoire, Ok. c'était 12 kilos en muscle up, 32 en traction et 48 en dips. Donc c'était ça. Et du coup, voilà, donc les premières compétitions là. Après, j'ai commencé à sérieusement coacher dans le milieu civil. En 2016, je postule pour passer au bureau des sports au sein de l'armée de terre. Donc là, je réussis le concours et là, je deviens officiellement membre d'un bureau des sports. Et là, j'ai vraiment fait on va dire mon métier principal, donc la préparation physique opérationnelle. Et Ok, donc toi, ça fait. ouais, pardon. Dis-moi, ouais, dis-moi. Et donc jusqu'à nos jours, donc j'ai juste terminé comme ça. Ok.
Donc toi, en fait, ça fait longtemps que tu es dans le street lifting, parce que du coup, tu as vu les premières choses qui sont faites dans la discipline, mais tu as quand même choisi d'aller vers un truc qui reste dans la même logique de prépa physique, tout ça, mais dans un truc différent dans l'armée. Qu'est-ce qui t'a fait faire ce choix? Pourquoi pas avoir fait quelque chose dans le street lifting dès le début? Enfin, dis-moi un peu, c'était quoi Bah, le point de vue à ce moment-là? alors, enfin, le truc, c'est que déjà, les deux me plaisent. Pour l'instant, mon activité principale me plaît énormément. Ouais, Et le street lifting, ça me plaît aussi. Ce qui m'a ce qui m'a fait dire que j'allais pas forcément tout quitter pour on va dire, la prépa dans le milieu civil, c'est qu'au départ, déjà, dans les premières compétitions de street lifting, comme je t'ai dit, c'était plutôt de l'endurance. ouais, Et enfin, moi, j'avais un petit côté frustré où moi, je disais, putain, c'est quand même exceptionnel. Les mecs, je voyais Franzi sur les réseaux faire des max reps à 12 kilos muscle-up, je trouvais ça monstrueux. Mais moi, j'étais un peu frustré. Je me disais, putain, combien il pourrait le faire une seule fois? Combien il pourrait soulever une seule fois? Et à l'époque, ça se faisait pas, quoi. ok, Donc, ouais. du coup, je sais pas si tu connais le système militaire, mais le système militaire, en gros, ça fonctionne par contrat, tu vois. Donc, une fois que tu signes ton contrat, tu es parti pour X années, tu vois. Et la période où mon contrat arrivait à terme, c'était à peu près à cette époque-là, donc où le street lifting émergeait. Et vu que concrètement, ça me plaisait pas encore la formule qui est proposée comme c'est proposé maintenant, j'ai re-signé dans l'armée. Et puis, je ne cache pas que mon activité principale me convient totalement, quoi. Je suis vraiment bien aussi là-dedans, quoi. Ok, ok. J'ai beaucoup de questions qui viennent. Je vais essayer de structurer un peu mes envies de questions. Ce que j'aimerais savoir un peu ce que tu fais vraiment concrètement du coup dans l'armée. Ok. Ouais, bon, dis-moi un peu, ouais. Est-ce que ça t'a appris, enfin, comment ça t'aide aussi par rapport au street? Donc, il y a deux questions, tu peux répondre dans l'ordre. Mais en gros, ouais, déjà, qu'est-ce que tu fais concrètement là dans ton taf à l'armée en prépa physique? Alors, si tu veux que je te schématise un petit peu comment va être structurée ma semaine, comme ça ce sera Ouais, bien parlant un peu pour tout le monde. Le lundi matin, c'est donc j'encadre une séance de footing, donc enfin, course à pied, etc. On les répartit par groupe de niveau. Moi, je prends un groupe et là, on part sur une séance de frac. Le mardi matin, c'est une séance on va dire, orienté vraiment spécifique sur la pratique de la kettlebell. Pourquoi la kettlebell? Parce que quand les mecs qui partent en mission et qui sont restreints dans une piole où, par exemple, ils ont que 3 mètres carrés chacun, la pratique de la kettlebell, c'est quand même bien, c'est bien pratique. Et où ils peuvent exercer leur pratique comme ils veulent, quoi. Le mercredi, c'est natation. Donc là, rien de particulier. Moi, vu que je suis aussi titulaire du BNSSA, je m'occupe juste de la surveillance piscine, même si en parallèle, je fais quand même quelques planifications là-dessus sur le domaine sur le milieu aquatique. Le jeudi, là, on sera plus sur une phase de récup ou alors sport de combat. Ça dépend des semaines, parce que l'emploi du temps dans l'armée, c'est quand même assez aléatoire. Et en général, le vendredi, ça va être une séance de CrossFit, mais que j'ai aménagée à ma sauce. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une petite partie conditioning où je vais leur faire un développement de la force, notamment. Moi, j'aime bien leur mettre ça. Surtout les dips, ils n'aiment pas beaucoup les dips à l'armée, donc j'aime bien leur mettre ça dans la gueule. Et ensuite, on part sur des circuits, des trucs comme ça. Comme ça. Donc, les mecs, ils ont leur compte. Donc, ça, c'est un peu comment on va structurer la semaine. En parallèle, il faut s'occuper des infras, il faut renouveler les infras. Tu as toujours des stages en plus. Donc, par exemple, les jeunes, tu vois, les jeunes, quand ils intègrent l'armée, faut les encadrer. Il faut leur faire passer tous les tests sportifs. Il faut les faire évoluer pendant X mois, parce que tu vas avoir plusieurs stages qui vont durer entre 3 et 6 mois. Et pendant ce laps de temps, c'est toi qui les encadres, qui va les emmener, par exemple, faire de la pratique du parcours d'obstacles. Mais tu ne lances pas quelqu'un sur un parcours d'obstacles du jour au lendemain s'il ne connaît ouais, rien. Il y a tout un processus à mettre en place, des techniques à apprendre. Et puis voilà, pareil sur la pratique du sport de combat, etc. etc. C'est pour ça que je te dis que moi j'aime bien cette activité quand même en tant que militaire. C'est parce que contrairement à quelqu'un qui va passer son BP, mention haltérophilie musculation dans le civil, il va être très, très spécifique dès le départ. Que moi, dans l'armée, franchement, mon cursus de formation de sport il est quand même divers et varié. Tu vas au CNSD, donc c'est le Centre national des sports de la défense, et tu pratiques de tout.
Tu vas faire du foot, du rugby, du sport de combat, de la natation, de l'athlétisme. Tu fais vraiment tous les sports, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est comme ils nous disent en formation, c'est que nous, on veut pas un mec qui est vraiment très très bon dans un domaine, on préfère un mec qui est bon dans tous les domaines, mais pas un excellent, tu vois. Pas quelqu'un qui est exceptionnel, tu vois. Parce que je veux Bah, dire, ouais, c'est vraiment ma transition. Je voulais te poser cette question. Parce que toi, du coup, tu as ce taf-là à l'armée et du coup, là, j'en apprends plus. Donc, tu fais vraiment pas mal de sport. En tout cas, tu touches à pas mal de sport. Donc, tu en utilises beaucoup dans ta programmation avec les athlètes que tu encadres. mm, Et coach en streetlifting, du coup, en force aussi. Donc, streetlifting, force athlétique, haltéro, c'est ça? mm, Enfin, tu es capable d'encadrer quelqu'un dans ces trois disciplines-là. mm. Et du coup, j'allais justement te demander, OK, qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un? Je dis pas que c'est forcément mon avis, hein, même si, enfin, on va en discuter. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à quelqu'un qui te dit, moi, j'ai pas trop confiance en toi parce que je me dis, OK, tu es très bon dans pas mal de sports, mais c'est dur pour toi de te spécialiser, d'être un expert dans un sport. Donc, je préfère aller prendre un autre coach qui est vraiment en power, en street, en haltéro, tu vois. Ouais, en soi, bah, oui, il y aurait pas, enfin, c'est une opinion qui s'entend tout à fait, tu vois. Maintenant, moi, je considère que un bon coach, c'est déjà quelqu'un qui va avoir de l'expérience du terrain. Alors, c'est surtout ça, parce que un mec qui va passer tout son cursus de formation, alors, il peut avoir des BP, des DE, tout ce que tu veux, des masters, bref, on s'en fout. S'il a 2 mois de pratique, il n'aura pas tout le retour d'expérience, tu vois, Ouais. bah, là, on parle de moi, donc, par exemple, que moi j'ai, tu vois. Et ça, pour moi, tu vois, quand moi j'essaye de vraiment me spécialiser, de me renseigner, tu vois, d'allier la partie scientifique à la partie pratique, et je vois bien qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais quoi qu'il arrive, l'expérience du terrain, elle sera pour moi toujours dominante par rapport à la science. Tu vois. Ouais. Donc c'est surtout ça. Donc après, que les gens se retournent vers moi ou un autre, fou, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est surtout l'expérience du terrain qui fait que, enfin, ça va, tu vas avoir une expérience sur toi-même. Et donc après, tu pourras le retranscrire sur tes athlètes. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est un peu relié à ça, c'est que dans un profil comme le tien, du coup, a fait des recherches et a testé, a entraîné sur beaucoup de sports, bah, t'as une grosse base de données, en fait. Enfin, je trouve ça important d'aller voir dans d'autres sports aussi. Tu vois, des fois, moi, je l'ai vu en étant en STAPS, en faisant de l'athlé, on nous enseignait des principes, des méthodes d'entraînement qui peuvent très bien se reproduire en street lifting, en street, parce que les principes peuvent revenir. Tout ce qui est coordination, tout ce qui est déséquilibre pour de la vitesse, pour créer de la vitesse, tout ça. Enfin, tu as plein de trucs qui peuvent revenir. Et des fois, ça peut même t'aider à comprendre comment, surtout dans une discipline comme le street lifting, où il n'y a pas vraiment de littérature précise, il n'y a pas un livre street lifting, il n'y a pas de littérature précise en street. Ça peut t'aider à comprendre comment appliquer des principes un peu globaux, un peu très connus, plus précisément, tu vois. Et je trouve que ça peut être un point fort aussi. Ah ouais, mais complètement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et après, de toute façon, tu vois, moi, j'ai été me former, donc au-delà de l'aspect militaire, j'ai été me former donc à l'INSEP dans une formation d'altéro. J'ai été formé aussi en kettlebell, euh, Mm. diverses disciplines de sport de combat, etc. Et tu remarques que quand même, le principe de planification, il reste un peu toujours le même. C'est-à-dire que tu as ton macrocycle, on va dire, de PPG, de PPS et après de PC, tu vois. C'est un peu toujours la même chose. Et après, il faut bien évidemment que tu adaptes à la discipline. Mais Ouais. pour vraiment l'adapter et être transférable un peu dans pas mal de disciplines, qu'est-ce qui va primer? Pour moi, c'est l'expérience du terrain. À partir du moment où tu as réussi à comprendre des choses, et bien évidemment, pour comprendre les choses, en général, l'être humain, il est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut quand même se péter la gueule, il faut se prendre des murs en face. Et une fois que tu as fait l'erreur, que tu l'as comprise, tu ne la reproduis pas et tu peux la transférer sur diverses disciplines. Est-ce que tu peux juste préciser pour ceux qui nous écoutent ce que tu as expliqué par rapport au macrocycle? Je pense que ça peut être intéressant de. Ce que j'aime bien, ce que tu as dit, c'est qu'en fait, oui, la logique, en fonction des sports, surtout les sports qui vont se ressembler. Donc, quand tu prends des sports qui ont le même rythme de compétition, le même rythme de progression, en fait, la logique va rester plus ou moins la même. Mais est-ce que tu peux du coup expliquer un peu ça, ce que tu disais par rapport au macrocycle? Ouais, donc
En gros, on identifie que dans ta planification annuelle, il y a trois grandes phases. Pardon. Donc, on a le cycle donc, de PPG, donc préparation physique générale, PPS, préparation physique spécifique, et PC, la préparation compétition. Donc, la préparation, on va aller au terme, préparation compétition. Je pense que les gens ont très vite compris que dans cette période-là, on est très spécifique. On est dans le domaine de compétition, donc intensité relativement élevée, très spécifique à la discipline. Donc, si on est en street lifting, des formats de une répétition. Enfin, pour schématiser vulgairement, on va rester sur une répétition. Voilà. En PPS, on se rapproche de la compétition, mais on n'est pas encore compétition. Donc, l'intensité n'est pas encore autant élevée, le volume est un peu plus élevé, etc., etc. Et en PPG, par contre, là, on est complètement éloigné de la compétition. Donc, l'intensité est encore moindre, le volume est plus élevé, et voilà. C'est juste ce principe-là. Mais je pense que tout le monde le sait, sauf que c'est juste des termes qui sont mis sur des choses que les gens savent. En fait. Tout le monde, je sais pas, enfin, si on parle d'entraîneur, oui. Si on parle de pratiquant, ça commence à se connaître un peu de ce principe de, OK, je vais vers le spécifique, tout ça. Mais il y en a qui le comprennent pas à 100%. Parce que tu vois, par exemple, rien que de passer de l'unilatéral au bilatéral, d'une chaîne cinétique ouverte à une chaîne cinétique fermée, des trucs que les gens ils vont pas faire le lien direct, alors que ça rentre dans ce principe-là que tu viens d'expliquer, tu vois. Ça, c'est vraiment micro, c'est vraiment sur la séance ce que je fais, mais c'est ça la logique. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent. Et souvent, l'erreur des débutants, c'est qu'ils vont faire du spécifique en masse. Enfin, ils vont faire beaucoup plus de spécifique en croyant que, OK, je fais le spécifique, c'est ce qui m'aide à progresser, tu vois. Oui, c'est vrai. De toute façon, moi, la principale problématique, je sais pas ce que toi tu rencontres, mais quand quelqu'un prend contact avec toi, la principale problématique que je vois, c'est que en fait, j'ai l'impression que le mec, il va faire une compétition dans 2 semaines, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, tu vois. Donc, et en fait, les gens sont vite un peu perturbés, entre guillemets, où tu leur envoies leur cycle, ils disent, mais en fait, j'ai moins de choses, j'ai moins d'intensité, j'ai moins de cycle. Oui, c'est logique, en fait. Et tu vois que, en fait, tu relances un système de progression parce qu'en fait, ils sont toujours un peu sur une ligne rouge, en fait. Enfin, c'est la principale problématique que je rencontre. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, c'est vrai que si on parle en termes de programme, ouais, c'est aussi ça, c'est le fait de faire trop d'intensité, de pas avoir cette logique de progressivité. C'est souvent ce qui pêche. Et de logique aussi. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif d'un côté. Tu te dis, OK, je vais être fort. Et en vrai de vrai, sur l'année, quand tu regardes, tu fais quoi? Tu fais 20% de force si tu cumules tout, tu vois. 20, enfin, vas-y, c'est dur de donner un pourcentage, mais tu fais 10 à 20% de force en réalité, tu vois. Alors que à la finalité, c'est d'être fort, mais c'est pas du tout intuitif. Ah oui, les sports de force, ça peut être un peu perturbant, tu vois. Et plus tu augmentes, on va dire, ta marge de progression, et en fait, moins tu connais, tu arrives à estimer à l'instant T ton réel potentiel, parce qu'en fait, tu vas l'exploiter juste en compétition. Ouais. Comme là, si tu me demandes mon RM en dips, je sais pas. Je sais pas du tout, je verrai l'année prochaine, mais là, à l'heure actuelle, je suis incapable de dire. Parce que je me teste pas, en fait. Ouais. Et puis, le format que tu vas faire, dans les sports de force, tu es fort à un instant T, mais tu n'es pas fort tout le temps. Et c'est ça qui est assez paradoxal, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça dépend vraiment de si tu veux. En fait, si tu veux optimiser et optimiser sur le long terme ou sur une compétition, tu es obligé de suivre cette logique. Pour moi, de pas trop tester et de vraiment être dans la construction et dans la réalisation pour une compète, pour un jour J, tu vois. Et par contre, il y a des stratégies d'entraînement, de périodisation qui permettent en fait de garder un niveau élevé sur toute l'année. Mais pour moi, c'est des choses qui sont pas optimales du coup si tu veux faire des compètes et progresser et avoir vraiment une progression claire de OK, je suis passé de temps à temps, tu vois. Ah mais complètement. Et les gens enfin, c'est normal un petit peu avec cette mode des réseaux sociaux où tout le monde veut un peu sortir son épingle du jeu, tu vois, tout le monde veut essayer de se mettre en avant. Mais ça a toujours été, enfin, tu vois, moi je dis, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans le domaine du sport. Donc les choses, je les ai vues un peu évoluer. Au départ, c'était la musculation. On t'apprend les bases. Une fois que tout le monde a dit les bases, forcément, tu as des coachs qui ont envie d'émerger. Donc, comment ils font? Ils te mettent en avant des méthodes d'intensification
Et après, on se rend compte que les méthodifications, c'est bien beau, mais ça ne doit pas constituer la base, le socle de Ouais. ton entraînement. Et en fait, tu C'est te des rends outils. compte, ouais, en fait, c'est routinier et c'est vachement redondant. Et en fait, les gens, des fois, perdent pied un petit peu. Et comment dire, la base des bases de ton entraînement, ça doit rester très, très simple et très basique. Ouais, Tu vois. ah, Et clairement. mais vraiment, hein, les gens, ils ont vraiment tendance des fois à perdre pied, à te parler de choses. Tu dis oui, oui, c'est vrai sur papier. Maintenant, tu tiens pas ça sur la durée, quoi. Mm. Moi, tu vois, je m'entraîne depuis 15 ans. Depuis 15 ans de façon assez intensive, et notamment au début avec l'armée, tu t'entraînes un peu comme enfin, pas très intelligemment, on va dire. Euh, de toute ma vie, par rapport à ma pratique sportive, hein, je parle, hein, j'ai eu qu'une seule blessure, tu vois. Je me suis blessé qu'une seule fois, tu vois. Et encore, c'était pas une grosse blessure, tu vois. Donc, en 15 ans, avoir eu une blessure, ça va, Ah, tu c'est vois. pas mal. Donc, Et tu parles de blessure qui est vraiment liée à l'entraînement, liée à une surcharge ou à l'entraînement, quoi, genre ouais. inflammation, tendinopathie. Concrètement, je m'étais fait un claquage à ischio, mais c'est toujours ces moments-là où tu te dis, ouais, cette répétition, je la sens pas, cette série, je la sens pas, ce jour d'entraînement, je le sens pas, mais tu vas quand même. Et voilà, c'était la petite claque derrière la tête, ça m'a servi de leçon, et puis maintenant, j'ai réappris à écouter mon corps. Je vois. Et plus, de toute façon, Ok. plus tu vieillis, enfin, je sais pas quel âge t'as, toi, tu dois avoir quoi, la vingtaine, 20, 25, Ouais, 22. 22, ouais, voilà. Et tu verras, le cap des 30 ans, déjà, il te met une petite claque derrière la tête. Ouais, j'imagine, c'est sûr. Ah, déjà, je le vois en termes de récup, tu sais, c'est pas pareil rien que quand t'as 18 ans et 22 ans, tu vois, t'as quand même une différence un peu. Mm. Ah, c'est pas totalement pareil. Ouais. Quand je commençais vraiment la force il y a 3 ans, 4 ans, je faisais des dips 4 fois par semaine, je pouvais faire du lourd tous les jours, tu vois, t'as beaucoup plus d'énergie quand même que même à 22 ans, tu sens déjà une différence, tu vois, t'as besoin de te reposer et tout. De toute T'as 30 façon, ans. ouais, plus on vieillit, plus cette base pyramidale que tu as dû apprendre, tu vois, ce socle, on va dire, qui est hyper important, on va dire l'entraînement, l'alimentation, l'entraînement Ouais, et le sommeil, pardon. Et puis après, ça monte crescendo, tu vois, jusqu'au complément, tout ça, etc. Et plus cette pyramide, plus tu vieillis, plus elle est importante. ouais, ouais, j'en doute pas. Et ouais, enfin, tu vois, moi j'arrive à un point où je fais des écarts à l'année, je peux en faire grand max 5, mais pas plus. Hein. Et j'essaye vraiment d'être régulier sur le sommeil, de vraiment tout millimétrer. Mais après, c'est compliqué aussi avec les aléas de la vie. Et donc, bref, voilà. Et c'est quoi un écart pour toi? Ah oui, un écart en plus, pour moi, c'est pas aller chez McDo. Un écart, c'est, tu vois, le dernier écart que je me suis fait, c'est une galette des rois maison, tu vois. Donc, Ah oui, on n'est pas sur des écarts. ah oui, Ah non, oui, non, du coup, non. à l'année, t'es vraiment très strict. Ça ressemble à quoi un peu ta diète? Ma diète, ça reste du basique. Hein. Enfin, c'est pareil. Hein. C'est l'alimentation, c'est comme l'entraînement. Faut vraiment pas se faire une montagne de ça. Ça reste des Ah bases. ouais. Hein. Des légumes. Après, bien évidemment, tu peaufines avec le temps. Tu vois. Tu regardes un peu la charge glycémique des aliments, etc., etc. Mais la base des bases, ça convient totalement. Tu vois. Pas d'aliments transformés, des aliments bruts que tu cuis toi-même, etc. Voilà. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Après, Ouais. peut-être donner des exemples c'est pour tes auditeurs, tu vois. Mais ouais, il faut vraiment se contenter des bases. Hein. Et ça, c'est valable pour tout, tu vois. Même pour le sommeil, tu te couches à des heures régulières. Voilà. Enfin, les principales recommandations sont plutôt vraies, tu vois. Ouais, clairement. Non, mais c'est toujours ce côté où on cherche à optimiser. C'est un peu l'exemple un peu facile, c'est tu vas acheter des compléments alimentaires, ce qui est très bien, ce qui peut être très bien, tu vois. Mais ouais, tu dors pas tout le temps aux mêmes heures, tu dors pas assez, tu manges pas de légumes. Bon, moi, je mange presque pas de légumes, donc c'est pas un bon exemple. Mais tu vois la logique, c'est-à-dire que tu peux optimiser des trucs très simplement dans ta vie même sans dépenser d'argent au final. Enfin, tu vas acheter des légumes, mais tu vas l'acheter au lieu d'autres choses. Tu vas mieux dormir, tu vas dormir plus tôt, etc. Tu vas réduire les écrans. Et tu vas chercher l'optimisation plus chère parce que le marketing et tout, tu vois, c'est Ah, normal, mais mais tu vois, c'est et con, ça, quoi.
principe, il est valable dans tous les domaines. À chaque fois, les gens Ouais. sur l'entraînement, ils vont te parler de, par exemple, des méthodes d'intensification, alors que les bases, ça suffit. Pour l'alimentation, on va te parler de complémentation, alors que déjà, si tu as une alimentation saine et équilibrée, en termes de complémentation, tu peux retirer pas mal de choses. Après, il y a quand même on va dire, des carences qui sont un peu maintenant Ouais, généralisées. il y a des trucs durs, Voilà, donc les vitamine iodes C, et tout. tout ça, voilà, l'iode, tout ça. Enfin, on sait que enfin, la majorité des gens, on va dire quasiment la totalité, on est carencé là-dedans. Mais voilà, là, on rentre quand même déjà dans quelque chose d'assez spécifique. Vraiment, la base des bases, une alimentation saine, pas de produits transformés. Si en plus tu peux retirer un petit peu tout ce qui est gluten, lactose, c'est déjà pas trop mal en termes d'alimentation. Ça me fait rire parce que j'optimise pas du tout, moi. Enfin, si, j'abuse. En fait, c'est surtout les légumes. J'en prends pas du tout assez. Genre, vraiment, c'est chaud. Là, je suis en train de me rendre compte quand même que toi, enfin, chaque jour, tu as un repas avec des légumes au moins. À tout le temps. Et dis-toi que là encore, maintenant, ça va, je suis un peu plus souple, mais fut une époque où je m'étais vraiment renseigné, j'étais vraiment à fond dans. Pour le coup, là, j'étais plus dans la partie science que la partie pratique du terrain, tu vois. Je me retrouvais à 23 heures à bouffer quasiment 500 grammes de chou-fleur avec de la patate douce. Ah ouais, non, mais c'était en mode débile. Enfin, de toute façon, moi, quand je fais un truc, c'est toujours version extrême. Donc, ouais, c'était trop, tu vois. Après, j'ai appris à relativiser un peu avec le temps, me dire, OK, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de légumes, il faut peut-être plus voir sur la durée. Mais voilà, mais par contre, oui, chaque repas, il y a toujours, oui, il y a toujours des légumes. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bah, grave, putain, grave intéressant le début. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'est ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est que t'as une trame, mais tu vois, on peut. Ouais, ouais. Une discussion, quoi. Une discussion, de toute façon, c'est comme ça, hein. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. On va revenir un peu dans la trame. C'est quoi là ton actu en ce moment? Ton actualité, que ce soit sportive, professionnelle? Est-ce que tu as des projets en cours? Dis-moi un peu. Oui, alors, de toute façon, moi, je peux pas vivre sans projet. Donc, là, C'est bien. concrètement, ça faisait 3 mois, ouais, ça fait 3 mois, je viens à peine de terminer, que j'étais en train de refaire un peu tout mon système de planification, où je l'ai vraiment incorporé avec bah, tout ce que j'avais vraiment envie de mettre, mais que je me disais, oh, ça va me donner un boulot monstre, et du coup, je reportais un peu les choses, tu vois. Et, donc voilà, donc ça, je l'ai remis tout à jour. En parallèle, je suis en train de passer une VAE pour acquérir le DEJEPS HMFA, enfin spécialiste force athlétique. Et- Voilà, ça c'est pour la partie perso. Pour la partie, on va dire sportive, bah là jusqu'à fin d'année, non, en termes de compétition, il n'y a rien de particulier. Par contre, ce sera dès l'année prochaine, parce que ouais, parce que là, cette année, j'étais monté de catégorie et je pense que j'avais clairement sous-évalué l'impact que ça aurait pu avoir sur mes performances, le fait de monter de catégorie. Je pensais pas que le temps d'adaptation Mm. aurait été si conséquent, tu vois. Donc, Mm. donc là, maintenant, je suis content parce que, enfin, en termes d'entraînement, j'arrive à refaire sur la partie pool, j'arrive à faire ce que je faisais quand je pesais bah, moins de 80 kilos, alors que maintenant, j'en pèse 91. Donc là, je pense que, voilà. Ah oui, 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 ouais, 91. ouais, 91. Ah oui, ok. Ah oui, c'est pas, on monte pas de 2 kilos là. Non, 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 mais après, ça fait 3 ans que j'étais en moins de catégorie 80, que je me forçais à rester en moins de 80. Et la dernière compétition là, que j'ai faite en Belgique, finale rep Benelux, ouais, j'étais pesé à 79,8 et j'avais fait une cut de plus de 6 kilos. Et là, franchement, ça commençait à être. Ouais, là, je me suis dit, non, faut arrêter. Faut arrêter, je Ah, forçais au mon. moins 87 quoi. Ouais, 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 moins de 87. Ouais, donc voilà, c'est Mais au au moins ça. final, du coup, t'es monté en 93, Non, 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 je suis monté en 87. Je suis 94. parti en moins de 80.
moins de 87. J'étais à moins de 80 et j'ai basculé en moins de 87. Ouais, mais là, tu fais 91, du coup, tu cut ou tu. Oui, après, ça va être une petite cut, là. Là, je suis à Ouais. 91. On va dire que j'ai augmenté mes calories. Je pense que mon corps était vraiment dans une phase vraiment très, très restrictive. Et donc, du coup, le fait de lui rapporter ne serait-ce que 300 calories, ça il a pas compris, quoi. Donc, là, Ouais. je commence tout doucement à perdre du poids alors que je stabilise en termes de calories. Donc, non, bon espoir que, en fait, ça me fera une petite cut de 2 kilos. Ce sera pas énorme comparé à ce que je faisais avant. Ah oui, bah oui, là, c'est tranquille, là. Ah oui, oui, ouais. Ouais, ouais. C'est clair. Ah, mais ça me mettait vraiment dans le mal, hein. Franchement, la dernière, t'es vraiment pas bien, tu vois. C'est tout le processus de water cut que les gens s'en font, tu vois. C'est genre, tu fais un sauna, t'es pas bien, c'est ta femme qui est obligée de te Ah ouais, porter. Ah non, franchement, putain. mais c'est même à la limite assez marrant, hein. J'ai vraiment appris à apprécier limite un peu ce processus. Parce que on va me prendre un peu pour un taré, mais c'est bizarre ce processus parce que pendant une semaine, enfin, on va dire les 2, 3 derniers jours notamment, où tu es vraiment dans le mal, tu vois, la veille, tu vraiment pas bien. Putain, je te dis, ma femme elle me sortait de la baignoire quand je faisais mes bains chauds, et tu te dis, putain, demain, il faut que tu mettes plus de 200 kilos sur le dos pour faire un squat. Et putain, ça va être compliqué, hein. Et puis tu arrives, tu fais ton refeed, ton protocole de réhydratation, et là, tu as l'impression que tu as libéré le Super Saiyan qui est en toi. C'est vraiment bizarre, tu vois. C'est vraiment ça que j'aime bien dans les sports de force, tu vois, c'est tout ce processus. C'est comme la planification, tu vois. En semaine 1, tu te dis, ah, putain, les charges, elles sont dures, même pour des RPE faibles. Et puis tu arrives en fin de bloc, tu as l'impression d'être monstrueux. Ouais, Ouais. je trouve ça vraiment fascinant, moi, comment le corps humain réagit, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et quand tu commences à comprendre, à appliquer les bons principes, à comprendre que ça soit tes coachés ou toi-même, à bien te comprendre et à bien appliquer ces principes-là, il y a quand même une grosse satisfaction quand tu vois que ça marche et que OK, t'as prévu d'être en forme à ce moment-là, t'es en forme, tout vole, ça monte logiquement, ta technique s'améliore, enfin, tu vois, c'est Ouais. satisfaisant, quoi. Vraiment. Je sais pas si toi, ça te le fait, mais moi, maintenant, avec le temps, j'arrive à être plus content pour un coaché que pour moi-même, tu vois. Tu vois ce que Ouais, je veux un dire? peu, ouais. Ouais, un peu, ouais. Quand le mec, j'arrive à le faire progresser, même sans parler de compétition, tu vois. Par exemple, un mec qui n'arrive pas à faire le muscle-up, et hop, un jour, il va y arriver parce qu'on a fait tout ce pic, enfin, toute cette gestion de planification, etc., etc. Et là, il y arrive, putain, mais moi, j'ai limite les larmes aux yeux, alors que pour moi-même, quand je ferai ici ma compétition, j'ai pas les larmes aux yeux, tu vois. Ouais, Donc, ouais, non, mais en vrai, ouais. Moi, ça va vraiment être que sur des gros trucs où je suis content, tu vois. Mais, et non, limite, là, par exemple, tu vois, en ce moment, je me sens grave bien parce que j'ai bien récupéré de mes compètes. Je suis dans un élan et tout, je reprends l'élan, tout ça. Et je sens que je suis à mon meilleur niveau sans forcément tester, et sans faire de force max. Je le sens, tu vois, que sur les charges, je sens que je suis à mon meilleur niveau. Je pense même que je suis à un meilleur niveau que lors d'un picking, tu vois. Enfin, lors des précédents pickings. Et là, je suis content, pas forcément du coup pour une perf, mais du fait d'être très bien à l'entraînement, parce que du coup, tu ouais, prends plus de plaisir. Mais sur des perfs, exactement. ouais, c'est vrai que quand c'est des coachés, même des petits trucs, hein, tu vois, comme tu as dit, un muscle-up, même, même juste gagner en hauteur de tirage sur un tirage explosif et tout, des trucs où ouais, tu es vraiment content, quoi. Tu te dis, ok, c'est. Parce que tu as toujours le doute, tu vois, que ça marche. En vrai, tu as beau avoir les stratégies, les méthodes. Si l'athlète, il fait pas bien les séances, tu sais pas s'il fait toujours bien les exos, tout ça, tu as toujours le doute que est-ce qu'il va progresser. Donc, il y a quand même un soulagement quand tu vois vraiment le progrès mesurable de, ok, hauteur, il y a 10 centimètres d'écart, il y a 5 kilos de différence et tout, tu vois. Ouais, 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 je te rejoins d'autres. complètement, complètement. Par contre, si tu arrives à vraiment ressentir ce que tu disais là, que ok, là tu sens que tu es à ton, on va dire, à ton prime alors que tu ne testes pas, ça signifie quand même que tu as quand même une bonne maturité dans l'entraînement. Parce que ça, c'est pas normalement en 1 ou 2 ans que tu Ouais, arrives à ressentir. non, 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 ça, franchement, oui, c'est pas un truc que tu sais. Moi, je le sais, je me connais par cœur sur des charges, sur des hauteurs de tirage, sur de la vitesse, je me connais par cœur. Donc, je sais qu'à 60 kilos en dips, sur telle vitesse, c'est qu'aujourd'hui, je peux mettre 100, etc. Traction pareil et tout. Ouais, ouais, sur ça. Mais oui, ça vient vraiment avec le temps.
Et t'as pas besoin de le mesurer, par exemple, que ce soit en Non, termes non, de non. vitesse, t'as pas besoin d'utiliser de capteur, c'est vraiment à ton propre ressenti, tu sais que là ça va le faire, là ça va pas le faire. Ouais, 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 là, franchement. Bah, c'est bien, Et là, en hein. ce moment, vraiment, c'est trop bien. En plus, je suis en semaine 1. Ah Donc, oui, c'est cool parce que. ça promet. C'est cool parce que, tu sais, des fois, les semaines 1, c'est trompeur. Tu peux ne pas être. T'as pas bien récupéré ton bloc et tout, tu peux ne pas être à fond. Et là, je me dis si. Enfin, dans tous les cas, je vais pas faire le gourmand, je suis la prog du coach. Je me dis, ça peut vraiment créer un bon élan et faire des bons trucs en semaine 4, tu vois. Semaine 4 ou 5, quoi. Et du coup, toi-même, t'es coaché? Ouais, ouais. Ok, d'accord. C'est volontaire, c'est dans le but de performer, tu vois. Ouais, franchement, bah ça. En auto-coaching, je sais que je peux progresser et tout, il n'y a pas de souci, je me connais et tout. Mais c'est le côté, bon, déjà, gain de temps, parce qu'en vrai, quand tu regardes, c'est kiff-kiff, on va dire, mais ça me permet quand même de gagner du temps sur la création de la programmation. Parce qu'en vrai, quand c'est moi, je me prends vraiment la tête de ouf, tu vois, parce que je me prends un peu plus la tête. Et en vrai, en étant solo, je remets tout en question, je vais pas forcément bien respecter. J'ai beau avoir mon expérience, je vais moi-même pouvoir changer des renforts et tout. Enfin, je suis pas hyper sérieux en auto-coaching. Je pourrais l'être si vraiment j'étais motivé. Là, en vrai, j'avais envie de prendre un coaching, d'apprendre aussi parce que je pense que j'ai encore des choses à apprendre, hein. On a tout le temps des choses à apprendre. Même des petits détails, tu vois. J'ai appris des trucs d'ailleurs, hein, mais des petits trucs bêtes, je pourrais même pas redire, mais je sais que j'ai appris des trucs dans la façon de faire les retours, dans la façon de comment il adapte et tout. C'est des petits trucs que j'apprends et hop, je l'implémente dans mon coaching et je me dis ça me rend meilleur. Et donc ouais, c'est un investissement, c'est double bénéf quoi. J'ai des perfs, je suis suivi, j'ai des perfs, j'ai des retours techniques aussi. Et en même temps, j'apprends encore pour coacher d'une meilleure manière quoi. Ok, d'accord. Non, non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que ouais, j'ai eu pas, enfin, une bonne partie de mes athlètes, moi, c'est aussi des gens qui sont eux-mêmes coachs, tu vois. Donc, j'essayais de me renseigner initialement pourquoi des coachs se retournent vers un coach, tu vois. J'avais du mal initialement à comprendre la logique qu'il y avait derrière tout ça. Et c'est vrai que du coup, ce principe-là, je le conçois. Mais tu vois, par exemple, vis-à-vis de moi, je sais très bien, et comme tu l'as si bien dit, en fait, c'est un peu ce principe de c'est les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois. Parce que, en fait, quand tu vas faire ta planif, et je suis entièrement d'accord avec toi, dès qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, tu auras tendance à dire, putain, ça se trouve, peut-être que si je mettais une série de plus là, ou alors moins de volume ici, ou plus d'intensité, tu as toujours tendance à tout remettre en question. Ouais, Mais ouais, non, si, mais c'est fou, hein. ouais, non, mais c'est pour ça que je suis entièrement d'accord. Mais si moi, par exemple, je me refuse à prendre un coach, c'est pas parce que je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a de très très bons coachs en street lifting à l'heure actuelle. C'est parce que déjà, je sais où me situer, je sais très bien que je ne serai jamais à très très haut niveau. Et que mon activité, ça va toujours dépasser, on va dire, mes ambitions personnelles en termes de compétition. Oui, Donc, concrètement, ok. j'accepte de perdre du temps pour concevoir ma planification, mettre en place des choses, quitte à ce que je me pète la gueule, je me prenne un mur. Concrètement, par exemple, là, j'avais fait un bloc, je suis monté très très vite en haut en dips, je suis monté à 160, j'arrivais à faire des 6 fois 1 à 160. Et bah, Yep. ouais, j'étais monté très très haut. Bah, tu vois, là maintenant, à l'heure actuelle, je peine à faire 145. Et ben en fait, Ok. maintenant, j'ai compris mon erreur. Mais parce que je l'ai appliqué d'abord sur moi-même, et du coup, ça va m'éviter de faire ça sur mes coachés. Voilà. Ouais. Et c'était quoi Tu l'erreur vois, du coup? C'est d'être monté trop vite? ouais, monter trop vite et d'avoir voulu stabiliser trop haut. Ok. Voilà. Donc le fait de faire de monter trop vite et de faire 6 reps, enfin, du coup un volume de 6 reps, au lieu de Ouais, peut-être garder un peu de fatigue, quoi. Enfin, garder un ouais, peu d'énergie, quoi. exactement. Et tu sais, des fois, en plus, enfin, moi, je m'entraîne tout seul et du coup, des fois, je me hype tout seul, tu vois. Donc, un peu comme un con dans la salle, je me hype tout seul. Et tu te dis, bah ouais, bah là, ça va passer. Et la cinquième série va passer. Et la sixième. Et puis, tu te rends compte, en fait, tu fais un volume monstrueux à une intensité monstrueuse que tu n'as jamais fait auparavant. C'est pas normal, tu vois. La dernière fois que ça m'avait fait ça quand j'avais atteint la 120 kilos en dips il y a je sais plus combien de temps. J'ai atteint le truc, et puis tout de suite après, ça dégringolait, j'arrivais même plus à remonter 110. Et tu vois, moi je préfère me prendre les claques là pour pas Mm. pouvoir ensuite que ce soit pas, enfin les faire sur moi-même pour pas les faire sur mes coachés. C'est pour ça que moi je me refuse à prendre un coach
c'est que voilà, je considère que quoi qu'il arrive, je ne serai jamais athlète de haut niveau. Je serai toujours un coach avant d'être athlète de haut niveau. Ouais. Mais après, je comprends aussi le principe surtout comme toi, tu dois avoir pas mal d'athlètes à gérer, donc je comprends aussi que tu veux aussi pouvoir délester. Et c'est vrai aussi cette vision des choses où on a toujours à apprendre de quelqu'un. Ça, c'est indéniable. Ouais, c'est ça, c'était ce côté-là. Je pense que. Mais en fait, c'est vraiment ce phénomène de. Franchement, j'ai ma méthode, enfin, c'est pas ma méthode, mais j'ai les méthodes pour faire progresser quelqu'un. Je suis persuadé que je peux faire progresser n'importe qui en streetlifting. Vraiment, il n'y a aucun souci. Après, est-ce que je serais le meilleur pour tel profil? Pas forcément, mais faire progresser quelqu'un en streetlifting, l'amener à un bon niveau, il n'y a aucun doute. Et tu vois, ce phénomène de ce que tu disais de se remettre en question quand tu fais ta prog et tout, je l'ai vraiment que sur moi parce que je vais réfléchir pour un coaché, je vais faire des choses, je vais adapter s'il y a besoin, mais je vais pas tout remettre en question au moindre petit truc, je vais pas changer l'exo, tout ça, tu vois. Et vraiment, c'est que quand c'est moi que ça va arriver et je sais que c'est délétère en fait pour la suite. Mais, mais ouais, ce que tu disais, c'est intéressant. Moi, je sépare vraiment en fait mon côté coach et athlète aussi. Donc, c'est vraiment comme deux personnes. J'ai le coach pour le Tesco athlète et, et moi, je coach du coup pour les clients, tu vois, en tant que coach. Pour ça aussi que j'ai pas forcément une grosse ambition côté athlète, mais je veux optimiser. Et du coup, ouais, je préfère être encadré, quoi. Ah, mais sur ça, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et ouais, moi, je comprends tout à fait ce point aussi de vouloir apprendre des autres, tu vois. Moi, c'était Ouais, un formateur en sport de combat, il m'a dit quelque chose de très juste, c'est qu'on reste élève toute sa vie, tu vois. Et ça ouais, ouais. ça m'a marqué, tu vois. Et c'est pour ça, enfin, moi, je continue toujours de me former, c'est pour ça que là, je passe un DE, tu vois. C'est pour continuellement essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et Mais ça, je c'est trouve ouf, que, hein. C'est vrai que ouais, et je trouve en je plus, à pouvais pas travers te. tu vois, enfin, quand j'ai été faire le coach altéro et que je suis basculé à l'INSEP, on était en immersion avec l'équipe de France d'altéro il y a, je sais plus, 3 ans. Bah, franchement, Ouais, c'était un week-end, mais un week-end mémorable. Enfin, en termes d'échange, mais c'était hyper constructif. Et tu vois, dès qu'il y avait un échange, alors que le mec, c'est un altéro, tu vois, c'est ma pratique de street lifting, on pourrait dire que c'est un petit ouais. peu, enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Et ben, je me dis, ah ouais, ça, ce conseil-là, ça pourra me servir pour tel exercice, pour telle chose, pour tel. Ouais, ouais, Enfin, bah c'est ça. Je disais, ouais, comme sur l'athlé, quoi. Ouais. J'avais le même. Ouais, carrément, je vois très bien. Non, mais c'est pour ça que c'est en fait, je pense que c'est une force aussi que tu as, une force et une faiblesse en fait selon les points de vue, d'être hyper diversifié. C'est que du coup, ouais, tu peux faire des liens et tu peux amener des choses différentes et pertinentes, quoi. ouais. Après, de toute façon, moi, mon vivier de l'athlète, là, par exemple, j'ai 2 mecs que je coach pour la préparation au concours des sapeurs-pompiers de Paris, tu vois, ça n'a rien à voir avec le Ouais, street lifting. Tu vois, moi, c'est-à-dire que voilà, c'est essentiellement du street lifting et après de la préparation physique opérationnelle. Powerlifting, ouais, j'ai plus que 2 personnes, mais après, c'est surtout, ça va être surtout ces 2 gros pôles. Le street lifting, parce que les gens sur les réseaux me connaissent surtout comme pratiquant de street lifting, et après, la préparation physique opérationnelle, mais parce que ça fait 15 ans que je suis militaire, donc du coup, les gens me connaissent un petit peu dans l'armée. Enfin, l'armée, c'est une petite famille, hein, en vrai. C'est- ouais, je vois. Non, mais ouais, je comprends très bien. Et, et tu parlais tout à l'heure, tu me disais tu parlais d'outils un peu, et tu me disais que je mesure pas forcément ma vitesse d'exécution, tout ça. Toi, tu utilises beaucoup d'outils, déjà en termes de vitesse, et peut-être d'autres outils que tu utilises ou pas? Bah ouais, alors en termes de capteur de puissance, je suis enfin j'en ai 2, j'ai le Gym Aware et l'autre qui est moins cher, le Vitrufit, je crois que c'est ça son nom. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, alors c'est bien, maintenant, je pense que ces outils ont été adaptés pour des mouvements qui sont quand même vachement linéaires. Par exemple sur le muscle up, j'ai des données qui sont complètement faussées, tu vois. Donc, Ok, c'est intéressant. sur la traction, c'est assez exploitable. Sur le dips aussi, sur le squat, c'est totalement pertinent. Mais après, ouais, sur le muscle up, je suis encore sur des outils un peu dissociés, c'est-à-dire que tu as le logiciel Kinovea qui permet de faire toutes les mesures de distance. Et après, en termes de temps, c'est facile aussi avec un logiciel vidéo, de traitement vidéo.
Mais les logiciels, enfin les capteurs de terrain sont. Enfin, après, moi, j'ai testé que ceux-là, hein. Donc il en existe d'autres. Après, bon, il faut avoir les finances, hein, quand même, parce que le GymAware, je sais pas si tu vois combien ça coûte à peu près 2000 balles le truc. Ouais, Donc ouais, j'avais entendu. 2000 balles pour tester ta vitesse sur un muscle up, ça fait un peu cher, tu vois. Donc donc voilà quoi. Donc non, ces deux outils-là. Après, ouais, principalement Kinovea, traitement vidéo. Et puis voilà. Mais après, c'est pareil, hein, enfin, c'est des données, comment dire, faut savoir les maîtriser, tu vois. Faut savoir ce que tu veux en faire aussi, tu vois. Si c'est prendre une vitesse pour prendre une vitesse, je vois pas réellement l'intérêt, tu vois. Si tu veux déterminer un peu ton profil force-vitesse, etc., ça pareil, on pourra en discuter, tu vois. Ça peut être pertinent, comme ça peut l'être un peu moins en fonction de ce que tu veux mettre en place, quoi. Justement, pour rester un peu dans le street lifting, Mm. comment tu utiliserais ces données-là? Enfin, concrètement, tu vois, tu as parlé de Kinovea. Je pense qu'il y a des gens qui voient pas. Moi, je vois ce que c'est, j'ai vu ça en Staps. Je pense qu'il y a des gens Mm. qui voient pas l'utilité. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu utiliserais ces données-là? Quelle est l'utilité d'un logiciel comme Kinovea en tant qu'athlète et coach, tu vois? Alors, concrètement, le but, ça va être de pouvoir extrapoler une vitesse pour ensuite déterminer un peu ton profil force-vitesse. Je vais essayer de schématiser un peu vulgairement parce que si on rentre Oui, dans oui, oui. tout Non, mais un carrément. cours, le but, ça va être, en gros, la finalité, ça va être de pouvoir extrapoler ta vitesse en mètres secondes. Donc, il faut une notion de temps et de distance. Voilà. Ouais. Je schématise vraiment très, très vulgairement. Euh, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir répertorier sur un profil. Donc, tu vas voir ta courbe en force et après en vitesse. Et tu vas pouvoir extrapoler un peu ta Pmax. Euh, si, ouais, après, bien évidemment, il faut encore tout un tas d'autres données. Tu vois, sinon, schématiser comme ça va être un peu compliqué. Mais en gros, la finalité, c'est de pouvoir déterminer si tu as un profil force-vitesse qui est en force dominant ou en vitesse dominant. Et à partir de ça, tu pourrais ajuster la planification. Tu vois, j'ai essayé de schématiser vraiment Ouais, ouais. très souvent. Parce que sinon, on Là, je pense va. que c'est. Enfin, moi, je comprends. Je pense que c'est clair. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, moi, la question que je pourrais te poser, est-ce que tu trouves que ça peut être réellement pertinent en street lifting d'incorporer, par exemple, on a un profil force-vitesse, un mec qui est force dominant, donc la logique voudrait que tu vas développer son profil vitesse. Est-ce que tu trouverais ça logique de l'incorporer dans une planification? L'outil ou le travail? Le travail. Ah ben moi, dans tous les cas, moi, ma logique, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Quand tu regardes les trois gros cycles, enfin, grosses phases que tu vas prendre dans une année, moi, ma logique, c'est dans 80% des cas, le 80-20 qui va marcher, c'est le point faible dans la prépa générale, un peu dans la spécifique, et en fait, progressivement, sur l'année, tu inverses la tendance. Et quand tu te rapproches du spécifique, tu renforces le point fort. Alors, pas forcément renforcer le point fort, mais en fait, en diminuant le point faible, forcément, le point fort se renforce parce que naturellement, quand tu vas faire une traction, c'est ton point fort qui va prendre le dessus, tu vois. Moi, ça, c'est ma logique. Donc oui, je vais le développer plutôt en début de saison, en début de cycle, parce que on a quand même, enfin, tu vois, c'est quand même cette logique de maillon faible. Faut pas qu'il soit trop faible. Mais je cherche pas à inverser la tendance. Déjà, je cherche pas à rendre un mec lent en mec rapide et inversement. Je cherche juste à rééquilibrer un peu, tu vois. Ouais. Ça, c'est hyper pertinent, tu vois. Parce que en fait, je dis ça parce que j'avais eu un débat là-dessus, sur l'importance du travail de la vitesse dans le domaine du street lifting. Est-ce que c'était réellement pertinent ou pas? Euh, Oui. moi, je trouve, avec l'expérience du terrain, que, que les travaux par exemple, de Jürgen Wenneck, a quand même un grand nom de la préparation physique moderne. Donc, si je reprends cette pyramide que je t'avais dit tout à l'heure de l'entraînement avec l'alimentation et tout ça, que si on les met pour les qualités physiques, donc les quatre qualités physiques essentielles de base qui sont la force, la vitesse, l'endurance et la souplesse, à la base, pour moi, il y a toujours la force. Ça reste toujours ça. Mhm. Tu vois, si tu es plus fort, tu seras plus endurant. Si tu es plus fort, tu seras plus rapide. Si tu es plus fort, tu peux être plus souple. Par contre, si tu es plus souple, tu ne seras pas forcément plus fort. Si tu es plus endurant, tu ne seras pas forcément plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tous ces Ouais. travaux de Jürgen Wenneck disaient que la base des bases, ça reste quand même la force et tous les mécanismes qui s'ensuivent derrière.
donc les mécanismes structuraux, nerveux et d'élasticité. Ouais, carrément. Et du coup, Carrément. voilà. Mais du coup, Travail, je te pose la question parce que pardon. en fait, je te pose cette question-là sur les outils, donc un capteur de vitesse, tu vois. Parce que moi, concrètement, c'est un truc que j'utilise pas. Par contre, pour tout ce qui est études et tout, d'ailleurs, j'ai vu sur ton site performance sportive, tu vois, par rapport à ce que tu as fait sur le muscle up, tu as fait du coup sur Kinovea, j'imagine, Mm. des trucs, des travaux. Là, pour moi, c'est pertinent quand tu viens expliquer vraiment théoriquement des choses. Moi, en programmation, en coaching, j'utilise pas de capteur parce qu'en fait, déjà visuellement et avec donc pour moi, il y a deux choses. T'as visuellement, tu vois en fait, ok, le mec, tu prends un RM, ok, il est lent, ok, il est rapide. Tu peux voir une évolution sur quelques mois, à quel point il est plus rapide sur un RM, etc. Et deuxième chose, c'est sa capacité à valider des formats selon son 1RM. Donc, ok, est-ce que le mec il peut faire 3 reps à 90%? En fait, non, le mec il met 90%, il fait une rep, mais il met 100%, il fait une rep aussi, tu vois. Donc, il est un peu nul sur les formats, mais enfin, ses formats sont pas en corrélation avec son 1RM, tu vois. Ça, c'est deux choses que j'utilise, moi, pour adapter l'entraînement. J'utilise pas de capteur. Donc, c'est pour ça que je te demandais un peu toi, ce que tu en penses et comment tu les utilises, quoi. Ah non, concrètement, moi, les capteurs, là, si je les ai achetés, c'est que progressivement, je veux plus. Parce que je pense que sur les réseaux, enfin, avec des mecs comme toi, comme Marco et diverses autres, enfin, on va dire l'information utile en street lifting et en planification, je pense que enfin, il y a de quoi faire. Je pense que tout le monde a déjà fait le tour, tu vois. Je pense qu'il y a déjà de très très bonnes informations. Et moi, j'ai plus envie de m'orienter sur quelque chose qui me passionne depuis X années, c'est de faire des recherches plus côté scientifique dans le street lifting. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais Intéressant. j'avais pas encore le protocole, comment le mettre en place, comment aussi le mettre en avant sur les réseaux, parce qu'il faut quand même que ça puisse plaire, tu vois. Donc, et j'avais pas encore tout ça. Et maintenant que je l'ai bien en tête, que je suis équipé, que je suis outillé, ouais, je veux vraiment me lancer à fond là-dessus. Par contre, je peux pas faire un poste par semaine, hein, parce que moi, une étude, ça me prend 3 mois à faire. Donc, Non, mais clairement, mais t'as raison en vrai, parce que bah, là, t'es le seul, concrètement, qui fait des études en lifting. Donc en vrai, déjà en termes d'opportunités, c'est intelligent. Et je pense que si tu kiffes ça et que tu fais un truc, enfin, si tu kiffes ça, tu vas faire un truc pertinent et ça peut vraiment amener beaucoup de choses, hein, clairement. Mais ah donc bah, en vrai, tu me rejoins sur le fait que bah ouais, c'est utile en fait dans un cas d'explication, de preuve un peu, j'ai envie de dire. Mais c'est pas une chose que toi non plus tu n'utilises pas ça avec tous tes clients, quoi. non, 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 Tu fais non, pas. clairement pas. Déjà, je l'ai utilisé sur moi-même. Je l'ai utilisé sur 3 blocs consécutifs sur le squat pour avoir une Ouais. traçabilité des données. Mais je t'avoue qu'en fait, en fait, avec les bases, ça suffit largement pour faire une bonne planification. Tu n'as pas Ouais, besoin d'avoir des ouais, ouais, clairement. donc, tu vois, si tu commences à te ramener, pour ceux qui sont dans les salles commerciales, parce que moi je m'entraîne dans ma caserne, tu commences à te ramener dans un basic fit avec ta ceinture de force, tes genouillères, ton capteur de puissance, etc., etc. Tu viens avec un arsenal digne de Schwarzenegger pour venir faire ton entraînement. Non, c'est bon. À un moment donné, il Ouais, faut c'est clair. aussi que ça reste ludique, simple et accessible à tout le monde, tu vois. Ouais. Ok, ok. Ok, bah c'est intéressant, ouais. Et d'autres outils ou pas que tu pourrais utiliser, que tu as utilisé peut-être pour des études? Bah, Kinovea Euh, d'ailleurs, du coup, ouais, concrètement, quel intérêt tu vois dans cet outil-là? déjà, en termes de temps, je trouve que c'est assez précis. Euh, Après, en termes de distance, pareil, la transmissivité sur, par exemple, quand tu as les notions de distance et trucs comme ça, si tu arrives à mettre tes échelles de grandeur et tout ça, je trouve que Ouais. c'est plutôt assez précis. Et puis voilà, après, ouais, c'est essentiellement ça, quoi. Après, je vais essayer de rester assez basique aussi, hein, tu vois. Je ne Hmm. prétends pas grand-chose. Ok, 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 je vois. Et pour revenir Hmm. sur ce développement de la vitesse, tu vois, parce que Ah oui, ouais. c'était c'était un sujet quand même, tu vois, parce que là, on a passé sur les capteurs. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça peut être pertinent concrètement, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux mettre méthode statodynamique, alors je pense que toi, ça te parle, la statodynamique, et sur quoi elle a été fondée de base.
Mais quand je vois certaines fois sur les réseaux, on est complètement aux antipodes de ce que est censé procurer comme effet la méthode statodynamique initialement. Mais même, passons ce sujet-là, si elle était vraiment exploitée, est-ce que tu trouves que ça peut être pertinent dans un sujet de planification? Par exemple, faire la méthode statodynamique en squat dans une planification de street lifting. Pour la vitesse ou pour autre chose? Pour la vitesse ou autre chose. Enfin, ça dépend de comment tu vas identifier ton client, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que le stato, c'est vraiment, je me rappelle même plus la dernière fois que j'en ai mis tellement je le mets rarement. Donc là, soit il y a des gens qui vont me dire que je suis comment on dit, un charlatan, je crois, ou un mauvais coach, quoi. Soit il y en a qui vont être contents. Et pas, moi, je le mets vraiment très rarement. Euh, Parce qu'en fait, si tu te dis que tu le mets pour renforcer. Alors oui, c'est intéressant de renforcer à un angle isométrique. Je vais mettre de l'iso par contre. Si tu te dis que je le mets pour renforcer tel angle en isométrie et du coup gagner en force sur un angle articulaire, euh, ouais, mais derrière, tu vois, tu ralentis ton mouvement, tu brises un peu ton schéma moteur, donc il faut peut-être un athlète expérimenté. Donc voilà, je suis pas trop fan. Si tu le mets pour après voilà, c'est possible sur tous les mouvements, bah, sauf un muscle up, logique. Mais si tu le mets pour créer cette pause qui te permet de créer après une vitesse, pareil, pas trop fan. À la limite, une pause. Donc, si on prend l'exemple deep squat, une pause en bas, où après tu viens exploser et mettre de la vitesse. Et en plus, la pause te permet de rester solide du coup en bas. Ok, parce que du coup, tu fais ta concentrique entièrement, tu vois. Là, le fait de diviser la concentrique, en fait, je le mets rarement parce que il y a rarement des cas où je me dis c'est ça qu'il faut mettre, tu vois. Je mets toujours autre chose en fait. Je trouve qu'il y a toujours mieux. Donc, il y a peut-être des cas où c'est ça qu'il faut mettre, mais en tout cas, moi, je les ai rarement et je pense qu'en globalité, c'est rare. Ça m'intéresse si toi, tu as des cas vraiment où tu te dis ok, là, il faut mettre du stato. Alors, en vrai, fut une époque où j'étais encore plus science basée, tu vois. Ouais. J'ai vraiment exploré ce principe-là, un peu le système de planification de Louis Simon, tu vois, en powerlifting, c'est-à-dire un jour où tu travailles vraiment, où tu es vraiment focus que sur la vitesse d'exécution de ton mouvement. Donc, avec des méthodes comme force-vitesse, où tu vas être sur un principe d'exécution en dessous de 50% de ton ARM et tu te focuses vraiment sur une intention de vitesse, sur la qualité de ton mouvement. Avec le temps sous tension Voilà. le temps sous tension qui suit, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai exploré ça quand même pendant, je dirais, presque une année, tu vois. Ouais. Et en vrai, je suis devenu rapide sur mon squat. Je suis devenu rapide sur mon squat à 50% de mon ARM. Tu Ouais. vois. Quand je suis redevenu, on m'a remis une barre lourde sur le dos, il n'y avait pas de qualité, j'ai pas observé une amélioration. Pourquoi? Parce que déjà de base, c'est là où c'est quand même vachement contextuel et c'est là où ça revient, ça fait aussi un parallèle sur tout à l'heure, c'est que l'expérience, tu vois, je l'ai appliquée sur moi-même. Et moi, par exemple, je suis un mec qui squatte, tu vois ma barre à 70, tu vois ma barre à 200, c'est la même vitesse d'exécution. Pourtant, j'ai 70 kilos et entre 70 et 200, c'est quand même pas la même contrainte mécanique, tu vois. Et pourtant, je suis hyper lent sur les deux formats, tu vois. Et donc là, incorporer du travail de vitesse, moi, je trouve que c'est pas pertinent, tu vois, concrètement. Là, Ça... pour moi, il y a deux choses. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, vas-y. Ouais, pour moi, il y a deux choses. Déjà, c'est de quel mouvement on parle. Parce que pour moi, un squat et une traction, c'est très différent déjà. En termes de profil force-vitesse. Sur un squat, j'ai plus tendance à dire, ouais, il faut être solide, pas forcément avoir une vitesse max, il faut avoir cette intention. Mais en vrai de vrai, tu vois, tu peux très bien être sur du lourd, ne pas avoir une intention de vitesse, mais juste une intention de, ok, tu vois, tu montes vite, mais t'es solide, quoi. T'es solide, t'es dans ta trajectoire. Déjà sur un squat, alors que sur une traction, selon certains profils, ça va être très différent. Je vais avoir un discours très différent, tu vois. Voilà. Mais donc à ce côté-là, donc je comprends totalement du coup ce que tu dis sur la vitesse. En vrai, ça me surprend pas. C'est surprenant, enfin c'est rare, mais ça me surprend pas plus que ça parce que oui, en fait, si tu as la même intention globalement sur les deux charges et que tu restes juste solide, bah du coup, oui, ta vitesse ne varie pas forcément. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que pour moi, le travail de vitesse, il est pertinent selon où t'en es selon quel profil t'as et selon où t'en es dans ta programmation en fait, tout simplement. Enfin,
ta périodisation sur une année ou sur un cycle. Pour moi, c'est juste ça, c'est toute question de dosage en fait à chaque fois. Ouais, complètement. Mais parce que là, toi, ce que tu faisais, c'était vraiment en gros toutes les semaines une séance vitesse, enfin, un format vitesse quoi, Ouais, exactement. sur toute J'ai l'année quoi. vraiment extrapolé on va dire, le système de planification de Louis Simon en street lifting, tu vois. Donc j'ai vraiment, hormis le muscle-up, c'était trop compliqué, tu vois, mais sur la traction, sur le dips, sur le squat, et à l'époque je pratiquais aussi le soulevé de terre vu que je faisais des compétitions de power en parallèle. J'ai vraiment extrapolé ça sous tout un peu les formats, donc méthode force vitesse, avec des résistances variables comme les élastiques, les trucs comme ça. J'ai vraiment essayé d'extrapoler un peu tout ça. Et ouais, non, je trouve que c'est pas réellement pertinent, mais encore une fois, comme tu le dis, c'est contextuel en fonction de l'individu à qui tu vas avoir en face de toi et en fonction de son exécution de mouvement. Effectivement, un squat, on va être vachement dans. Mais un squat, ça peut être résilié de deux façons. Tu prends moi, ma façon de squat et ma femme, par exemple, elle utilise, on pourrait dire, elle utilise le rebond, tu vois, où elle a une qualité d'exécution de mouvement qui est très rapide, ou alors moi, je suis très lent. Hmm. A Ouais, non, mais contrario, en plus, oui. je fais le parallèle avec la traction. Moi, sur la traction, j'essaye d'être le plus rapide possible. Par contre, elle est super lente sur la traction. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. donc, en fait, ça rejoint tes propos, c'est que c'est vachement contextuel en fonction de l'individu et en fonction des mouvements. Ouais, totalement. Oui, en fait, je pense que toi, t'en faisais trop en Oui. fait, de la vitesse quoi. Bah, après, le but, c'était quand même, comme je dis, hein, moi, j'essaye de tester d'abord sur moi-même. Oui, Tu vois, oui, oui. j'essaye d'être on va dire, comment dire, hein, Ouais, oui, je vois le le mot, prof, j'ai perdu le mot. j'ai plus le terme exact, mais on va dire que c'est Ouais. sur moi on fait les tests, quoi. Le Le cobaye cobaye. quoi. Voilà. Et ouais, Voilà, ouais, je vois. exactement. Ok, intéressant. Non, non, mais ouais, en vrai, je te rejoins hein, sur la vitesse. Et après, faut différent. Ouais, et ça, c'est la technique aussi, comme tu dis. À partir du moment où tu as une technique qui est solide selon ton profil et qui est optimale, Mm. là, tu peux commencer aussi à bien te focaliser sur l'intention de vitesse. Et c'est vrai que sur un RM, selon ta technique, ça doit pas vraiment être. En fait, moi, la vitesse, je le vois comme un truc que tu vas développer, que ce soit dans des formats ou que ce soit dans des charges plus légères. Un truc que tu développes, tu vois, cette intention. Mais sur un 1RM pur, t'es pas forcément en mode vitesse max. C'est un truc, la vitesse, ça va venir parce que tu l'as développé comme une technique, en fait. Tu penses Mm. pas à fond, mais la technique, tu l'as fait les yeux fermés sans réfléchir. La vitesse, pour moi, je le vois un peu comme une technique. C'est juste que c'est moins palpable. Mais je le vois dans le même sens. C'est-à-dire que c'est un truc que tu as développé, qui va te servir sur ton 1RM, mais tu dois pas penser à ça en priorité de OK, je mets un max de vitesse. Pour moi, c'est un peu ça c'est un peu ça ma vision globale à varier selon les profils, parce que si tu as un profil qui est hyper rapide, un ludo, forcément, il a tout intérêt à aller à avoir une intention de vitesse max, tu vois. Mais, mais dans la globalité des profils, en gros, c'est un peu ça ma vision. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais tu vois, c'est là où s'arrête un peu, on va dire, la théorie et que prend place plutôt la pratique. Tu vois. Parce que si on se base vraiment sur la théorie, la science dit que la vitesse est la qualité qui se perd le plus vite en fonction de l'âge, que si, enfin, c'est les mêmes mécanismes que le développement de la force. Donc, en fait, tout ça, si tu prends tous ces éléments, tu pourrais te dire, putain, si je travaille la force plus une autre séance où je fais la vitesse, je devrais être monstrueux. Alors qu'en fait, sur le terrain, ça te montre complètement l'inverse, quoi. Pas complètement. Ça Ouais, montre ouais, autre chose, quoi. ouais, carrément. Ok. Et je regarde un peu du coup ce que j'avais mis en question. Donc là, en ce moment, du coup, c'est quoi une semaine d'entraînement type street lifting pour toi, sachant que tu es loin des compètes, donc forcément, tu n'es pas dans de l'ultra spécifique. Mais à quoi ça ressemble un peu justement là en étant à peut-être plus de 6 mois d'une compète? Ça ressemble à quoi des séances d'entraînement? Alors, comme je disais tout à l'heure, les coordonnées, c'est les plus mal chaussés. Et avec le temps, moi maintenant, même si je fais des compétitions, je fais ça surtout pour le kiff, tu vois. Et Ouais, le kiff principal, c'est de pouvoir m'entraîner comme je veux, tu vois. Donc, je m'entraîne pas comme j'entraîne mes athlètes. Ça, c'est important de le dire, parce ouais, que ouais. moi, Ok. moi, ce que j'aime faire, c'est m'entraîner. Donc, j'ai mon jour primaire et mon jour secondaire. Et mon jour primaire, ça va être que des singles. Tu vois, encore une fois, j'avais testé un bloc, j'ai discuté avec Gwenda, là, que tu as interviewé récemment. Euh,
et qui me disait, ouais, sur le squat, essaye de faire des formats un peu plus longs, tu vois, des 2-3 reps. Alors, je suis d'accord, hein, tu as moins de contraintes mécaniques. En adaptant toujours ce même processus enfin, que tu connais, de planification, début de bloc, fin de bloc, puis, enfin, pas picking, mais gestion des pics de stress, etc., etc. Euh, J'arrive sur mon fin de bloc en format de rep. Déjà, tout le bloc m'a saoulé concrètement. Ça m'a saoulé. J'ai appliqué ça que sur le squat, hein, pour voir un peu la tolérance à l'adhérence. Et je suis arrivé en fin de bloc, mais je n'étais pas motivé. Alors que j'ai fini mon squat, je suis arrivé après sur mes singles ou dips, et adhérence de fou, quoi. Tu vois. Donc, moi, ce que j'applique sur moi, c'est le format principal des singles. Bien évidemment, je ne monte pas RPE, je monte pas RPE 9. Hein. Sur les singles, je ne vais pas monter hyper haut en intensité. Et après, en jour secondaire, là, par contre, j'incorpore du volume. Et c'est plus là où je vais me tester. Tu vois, par exemple, sur un rapo squat. Tu vois. Voilà. Et puis voilà, ça, je vais le reproduire sur le traction et sur le muscle up. Et puis voilà, après, en parallèle, je cours, je nage aussi, parce que j'ai pas trop le choix avec ma profession, quoi. Faut être un minimum crédible, tu vois. Si je peux être très fort, mais si j'arrive pas à courir à 100 mètres, ça va être un peu compliqué, tu vois. Donc, toujours des petites séances de frac qui ont tendance à un peu aussi à impacter la planification, mais pas le choix, parce que tu as des tests annuels aussi à l'armée, notamment dans un régiment parachutiste, tu as des tests annuels à faire, donc il n'y a pas le choix. Ok, ouais. Donc, tu es obligé d'être un peu aussi complet, d'avoir des pratiques qui font des interférences. Donc, Voilà, mais une c'est pour ça. gestion aussi. Moi, j'arrive à me situer. J'ai 33 ans, j'ai plusieurs pratiques sportives. Je sais très bien que je ne serai jamais athlète de haut niveau. Le but, c'est d'être bon un peu dans les disciplines qui me font kiffer, tu vois. C'est surtout ça, quoi. Et de prendre plaisir à l'entraînement. Moi, ce que je dis à Ouais. chaque fois, c'est que ce soit pour moi-même, pour les athlètes que je vais coacher, et même ceux qui vont me demander des conseils en général sur les réseaux, je leur dis avant tout, peu importe qui tu vas choisir comme coach, il faut que tu prennes plaisir à l'entraînement. Et je pense que si une personne va faire appel à toi, plutôt à moi, plutôt à Marco, plutôt à tel ou tel, peu importe, on s'en fout. C'est surtout par rapport à ce que tu dégages toi. Et en fait, quand le mec il va faire appel à toi, en fait, il est déjà convaincu. Donc l'adhérence, il va déjà l'avoir, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Hormis si tu leur fais une planification qui est vraiment merdique, mais bon, je pense qu'il y a personne qui fait une planification totalement merdique, tu vois. Donc Ouais, après, à partir du moment où tu es coach. voilà. Donc voilà, après, si tu veux, je peux développer encore plus, mais Non, mais c'était pour avoir un peu à quoi ça ressemble. Sachant que... Mais c'est bien de préciser que oui, déjà, tu as cette logique de prendre du plaisir et tu es conscient que là, concrètement, si tu fais une compétition dans un peu plus de 6 mois, tu es conscient que c'est pas le programme le plus optimal pour ton profil. C'est un compromis, quoi. ah oui, complètement. Pour moi, c'est le compromis entre le fait de pouvoir m'éclater aussi en compétition, mais surtout de pouvoir m'éclater au quotidien dans l'entraînement. Tu vois. C'est surtout ça. Ouais, moi, je sais que j'ai un gros focus interne sur une répétition. Par contre, il est tel que sur 2 reps, après, je commence à relâcher mon attention. Je suis plus autant concentré. Je mets pas autant d'attention dans l'exécution de la qualité de mon mouvement. Et puis voilà, tu vois, quand je fais un squat, quand je suis sur ma phase excentrique, je sais pas comment le dire, tu vois, mais j'arrive limite à ressentir chaque fibre de mon grand fessier, de mes ischios qui se mettent en tension. J'arrive vraiment à tout ressentir. Et c'est tel que quand je dois faire une deuxième rep, non, en fait, j'ai trop donné, quoi. Même sur des RPE faibles, hein, même sur RPE 6, moi, je suis très focus, tu vois. Quand je suis en train de m'entraîner, j'ai mes écouteurs et il faut pas me parler, tu vois. À l'armée, les gens, ils savent qu'il faut pas m'appeler pendant que je fais ma séance, tu vois. C'est un tel point, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais voilà. Donc, je sais que c'est adapté pour mon profil, mais bien évidemment que je vais pas mettre ça sur quelqu'un qui est hyper loin de ses compétitions, qui est débutant, etc., etc., tu vois. Ah ouais, carrément. Ok. Non, en vrai, c'est ok, très clair. Écoute, on va tranquillement finir. J'ai deux petites questions. Vas-y. J'ai une question que j'aimerais bien poser à tout le monde, en fait, en fin de podcast, pour un peu conclure. Alors, c'est soit, là, en fait, on a déjà répondu un peu à la question, donc tu peux faire soit une petite synthèse, soit répondre autrement. C'est vraiment libre.
La question, elle est vaste, mais justement, c'est fait exprès. En fait, tu peux répondre vraiment comme tu veux et ce qui t'inspire sur la question. Et comment on devient fort? Putain, comment on devient fort? Moi, je dirais que c'est avec le temps. Franchement, il y a- parce que peu importe ton système de planification, peu importe ce que tu feras. Regarde, toi-même, tu disais que sur une époque, tu faisais 4-5 fois des dips par semaine. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé le sport, je crois que voilà, c'était l'époque de la musculation, je faisais du développé couché tous les jours avec les copains, tu vois. Tous les jours, on faisait du développé couché. C'est du débile, tu vois. Mais par contre, ça a quand même progressé, mais ça a pris du temps. Pourtant, on avait une planification de merde. Mais quoi qu'il arrive, c'est le temps qui prend. Et c'est vrai que ça, les gens ont tendance un petit peu à. Je dirais que c'est sous-coté, tu vois. C'est que les gens disent, mais quand est-ce que je vais avoir mes résultats? C'est un petit peu la mode à l'heure actuelle, quoi. On veut tout de suite. Mais en fait, non, tu vois, c'est. Regarde, moi, mes 160 au dips, sont pas des comme ça, tu vois. C'est, Ouais. je te retrouve des vidéos il y a 15 ans, je faisais déjà des dips à 55 kilos, tu vois. Donc, mais il y a 15 ans, tu vois, ça a pris 15 ans pour construire ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est le temps, tout simplement. Ok. Grave. Enfin, pas bonne réponse, mais j'aime bien la réponse. J'aime bien la réponse. Ce qui est stylé avec cette question, c'est que je pense qu'il y aura des réponses hyper différentes. Il y aura des réponses très théoriques, des réponses un peu plus vastes. C'est pas le bon mot, mais tu vois, comme la tienne, tu vois, c'est pas un protocole. Et c'est ça qui est stylé avec cette question. C'est un peu comme comment on devient riche, tu vois. Parce que t'as la richesse mentale, t'as la richesse matérielle. Enfin, tu vois, c'est un peu le même type de question. Ouais, je pense que je vais la garder. Et dernière petite séquence, j'ai commencé ça dans le dernier épisode. J'aimerais que chaque invité fasse gagner quelque chose à ceux qui écoutent le podcast. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de physique ou de non physique. Hein. Donc par exemple un appel avec toi, une analyse technique, enfin ça peut être vraiment n'importe quoi. Et en gros, les gens vont commenter, ils seront tirés au sort et ils gagneront le petit cadeau, quoi. Ok, bah ouais, cool, bah chaud. Bah alors du coup, moi, ce que je fais dans mes services de coaching, en fait, c'est que je fais toute une analyse biomécanique Ouais. de mes athlètes. Et je leur dis, bah voilà, en fonction de tes leviers osseux, etc., bah, toi, tu serais plus prédisposé à faire ta traction comme ça, à faire ton dips comme ça, etc. Donc, bien sûr, ça, normalement, je le fais payer. Bah, ce que je peux faire, c'est de faire ça gratuitement, quoi. Voilà. Donc Donc, là, une analyse biomécanique de l'exécution de vos mouvements. Donc là, ce qu'il faut, c'est celui qui sera tiré au sort, m'envoyer la vidéo de ces exécutions de mouvements de compétition. Donc là, on parle de street lifting, mais bon, s'il y a un mec qui fait du power, qui écoute, why not, hein, franchement. Et après, il me faudra, mais là, je pourrais envoyer les mensurations des différents segments aussi. Et ok. voilà. Bien. Et ben écoute, donc là, les gars, si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez commenter LPSL, donc le podcast du street lifting, et vous serez tiré au sort. S'il n'y a qu'une personne, bah, c'est la seule personne qui gagnera. Donc bah, merci à toi hein, d'accepter de donner un petit cadeau, c'est cool. Ben, merci. Et, et voilà, en vrai, bah, pour moi, c'est terminé. Je sais pas si toi, tu as des questions à me poser, peut-être des trucs à me demander, ou si tu as d'autres questions que tu aurais aimé que je te pose, peut-être. Ah, qu'on me pose. Non, tu vois, d'habitude, je suis pas trop à l'aise avec les questions. C'est pour ça qu'on avait déjà discuté de faire des vidéos et tu vois, je suis pas trop à l'aise avec cela. Oui, c'est vrai, Euh, ouais. mais non, les questions, parce que justement, je suis venu dessus. Je pense que tu t'en es pas forcément rendu compte, mais j'avais vu que tu avais posté une story sur la relation force-vitesse et trucs comme ça, mais on l'a abordé, tu vois. Donc, tu vois, j'ai abordé les sujets que je comptais aborder. Donc, moi, c'est très bien. Je trouve que c'était assez pertinent. Parce que l'information sur le street lifting, maintenant, la planification, elle a été, je pense qu'elle a suffisamment été un peu distillée, tu vois. Donc, le but, c'était d'apporter d'autres éléments un peu constructifs, que ça puisse Ouais, intéresser. ouais, non, non, je pense qu'on a apporté pas mal de clés. À mon avis, c'était un bon épisode. Mm. Ah si, tiens, il y avait un truc que j'avais écouté dans un de tes podcasts où, je sais plus, je Ah, crois que c'est toi ou Marco qui avait dit, tu avais un athlète
qu'il comprenait pas qu'il était plus fatigué en faisant 5 reps à vitesse maximale plutôt qu'une rep, euh, mais avec moins d'intention de vitesse. C'était ça un peu le Ah, truc? c'est moi, ouais. Ouais. Et Ouais, en fait, ouais. ah, vas-y. Non, c'était ça, c'était en gros, il sentait, comme il n'était pas habitué à mettre de la vitesse, quand il en mettait même sur des reps, enfin même sur une intensité pas trop élevée pour lui, il allait ressentir une fatigue assez intense, tu vois, alors que c'était pas un format hyper dur et tout. Et il sentait que s'il faisait la série, donc 10 reps, sans mettre de la vitesse dès le début, il allait être moins fatigué que s'il mettait de la vitesse dès le début. Tellement il n'était pas habitué, tu vois, à avoir cette intention souvent, ouais, quoi. mais tu vois, mais ça, c'est facilement explicable. Tu vois, les principes de la vitesse, c'est les mêmes principes qu'un peu pour la force. C'est-à-dire que ça Ouais, agit sur le système nerveux en termes de synchronisation, de coordination, etc. Bah, c'est monstrueux. Tu vois, si je devais le schématiser, et là, je pense que ce sera beaucoup plus parlant que tout le monde, un lancer de javelot, si tu le fais en mode je le jette à 2 mètres et je le jette à 100 mètres, bah, forcément que ça va t'impacter le fait de le lancer à 100 mètres. ouais, Tu carrément. as fait Carrément. le même volume, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'intensité, ça reste la même, c'est toujours un javelot, tu vois. Donc, c'est pas forcément dicté par l'intensité, c'est dicté par ton intention de mettre de la vitesse dans ta qualité d'exécution de mouvement. Et bah, Ouais, en fait, ça absolument. s'explique naturellement pourquoi il était fatigué, tu vois. S'il met Non, mais carrément. 5 répétitions, mais avec une intensité max de vitesse, bah, forcément, même si c'est une intensité équivalente à RPE 6, ouais, tu m'étonnes que le mec était flingué, tu vois. En plus, il n'a pas l'habitude, on comprend Ouais, tout à fait, tu vois. ouais, carrément. Merde, j'ai oublié. Merde. Ah, ça m'a fait penser à un truc, j'ai oublié, j'ai totalement oublié. Merde. Attends, tu disais, ouais, il fatigue. Ah, c'est sorti. C'est pas grave, ça donnera l'occasion de faire un épisode 2. Ah merde, ah non, mais putain, c'était pertinent en plus. Attends, je vais retrouver, c'est pas grave. De toute façon, là, c'est la fin du podcast. Ouais. Les gens, ils sont en train de marcher. Attends, parce que ouais, tu disais, du coup, oui, non, mais ça, c'est logique. Euh... Ouais, non, j'aurais plus. Tant pis, c'est pas grave. Putain, c'est horrible quand ça t'arrive, ça. Mais je t'avoue, ça m'a fait 2, 3 fois pendant le podcast, hein. 2, 3 fois, tu étais en train de parler, je dis, putain, il faudrait que je dise ça aussi. Et j'ai oublié. Ouais, ouais, en fait, tu veux pas couper, du coup, tu. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et puis là, j'ai quand même envie de retrouver, mais. Non, mais c'est pas grave. Bon, Bon, en tout sinon, cas, je te rappelle en fin de journée, hein. ouais, on se rappelle et on finit. Non, mais en tout cas, ouais, super podcast, j'ai grave kiffé. J'ai pas vu, franchement, 1h30 là, enfin 1h25, j'ai pas vu le temps passer, hein. 1h30, là? Putain, hein. Bah, 1h20, je crois, 1h20, ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais, bah, tu vois, Ouais, moi non plus. Franchement, bon, ouais. à chaque fois que ça parle le sport, mais on aura l'occasion de rediscuter, c'est hyper cool. Bah oui, non, mais carrément. Carrément, carrément. En tout cas, continue, hein. Franchement, les podcasts, je, ouais, non, je crois que le dernier que j'ai pas encore terminé, mais tous les autres, franchement, je trouve que c'est hyper pertinent. Ah ouais? Ah, trop J'aime bien bien. ton approche, c'est vraiment hyper chill et tu poses des questions qui sont de plus en plus complexes au fur et à mesure que le podcast avance. Je trouve ça Ouais. vraiment très intéressant. Ok, bah trop bien, ça fait plaisir. Merci en tout cas. Bah ouais, je vais continuer, hein, je vais Abonnez- essayer de tenir le Abonnez-vous. rythme. Bon, bah super, je coupe là. Et voilà. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux apprendre à programmer et structurer efficacement tes entraînements en streetlifting, j'ai fait un cours gratuit à ce sujet. C'est le premier en bio et en commentaire. On se retrouve de l'autre côté.